Bonjour. L'Institut Amadeus a l'énorme plaisir de recevoir Son Excellence M. Mankeur Ndiaye, représentant spécial du secrétaire des Nations Unies à la République de Centrafrique. Aujourd'hui, nous allons discuter de la nouvelle dynamique de coopération sud-sud et intra-africaine dans ce contexte bien particulier de pandémie Covid-19. Excellence, comme vous le savez, la pandémie Covid-19 constitue un risque majeur sur les plans sanitaires, économiques et de stabilité politique pour les pays africains. À votre avis, quels sont les mécanismes et les leviers nécessaires pour garantir une meilleure gestion de crise sur le plan continental? Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier très sincèrement l'Institut Amadeus et mon ami Brahim pour cette invitation et surtout pour toutes les actions menées par l'Institut depuis le début de la crise, de la pandémie, dans le cadre de la réflexion stratégique, de l'anticipation, de la mobilisation des intelligences pour essayer de trouver des voies et moyens pour sortir de cette pandémie qui dure maintenant depuis quelques mois, depuis 6 mois. Mais je commencerai tout simplement par exprimer une conviction qui est forte, qui tourne autour d'un principe très simple. Sans solidarité, l'humanité ne s'en sortira pas. Sans solidarité, l'humanité ne s'en sortira pas. Il faut une solidarité internationale extrêmement forte, agissante. Une solidarité internationale également qui se construit à partir de solidarités régionales et de solidarité continentale et intercontinentale. C'est extrêmement important la solidarité. Et surtout au moment où aujourd'hui, 6 mois après, la COVID-19 dépasse le cap des 500 000 décès à travers le monde et plus de 10 millions de cas positifs, ce qui veut dire qu'aucune réponse unilatérale n'est viable. Et seule la solidarité, le partenariat, une coopération internationale fondée sur le principe de complémentarité positive, seul cela peut nous permettre de nous en sortir. Je pense que donc votre question est très importante. Maintenant, on peut évaluer aujourd'hui la solidarité sud-sud ou la solidarité interafricaine ou africaine. Je pense qu'on n'a pas très tôt pris la pleine mesure de l'importance de la solidarité. Parce que quand la pandémie a commencé, chaque pays se débrouille, chaque régime se débrouille, pensant qu'on peut à pas seul trouver une solution à la crise. On ferme les frontières, on fait des limitations, donc chacun pensait à soi. C'était le chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais quelques moments après, on s'est rendu compte que ce n'était pas ça la solution. Donc, l'action de la solidarité a commencé, je pense bien, un peu tard. Et le secrétaire général des Nations Unies l'a dit plusieurs fois. Il a toujours mis dans ses interventions sur la nécessité de la solidarité internationale. L'Assemblée générale des Nations Unies elle-même, dans sa résolution du 27 mars 2020, intitulée Solidarité mondiale dans la lutte contre la maladie à coronavirus 2019, l'Assemblée demandait que la coopération internationale soit renforcée en vue de contenir, d'atténuer et de vaincre la pandémie. Un appel de l'Assemblée générale depuis le 27 mars. Et nous sommes aujourd'hui en début du mois de juillet. Nous avons vu qu'il y a beaucoup d'actions de solidarité qui ont été faites, mais elle n'a pas été au départ assez forte, assez agissante. Et c'est aujourd'hui que les peuples, les pays comprennent que sans solidarité, on ne va pas s'en sortir. Solidarité internationale, mais nationale d'abord. Nationale d'abord, sous-régionale, régionale, internationale. Et donc, c'est là où, justement, je voudrais avec vous partager l'importance de la coopération sud-sud. La coopération sud-sud est extrêmement importante et beaucoup de pays également du Sud ont dû manifester un peu de solidarité avec d'autres pays qui avaient un peu moins que. Et pour le cas en particulier de la République centrafricaine, vous savez que la République centrafricaine, c'est fait partie des pays les plus pauvres du monde. Un pays extrêmement vaste qui fait la France et la Belgique réunies, avec quelques 5 millions d'habitants. Un pays qui est secoué depuis des décennies par des crises multiples,
Et aujourd'hui, par un conflit armé, un pays où interviennent plus de 20 groupes armés, qui vient d'avoir, il y a un peu plus d'1 an, un accord de paix signé entre 14 groupes armés et le gouvernement, accord que nous, mission des Nations Unies, nous tentons de mettre en œuvre avec tous les signataires. Et c'est un pays aussi où les ressources sont rares, très rares. Un pays riche, mais pauvre. Riche de son sous-sol, vous avez tous les minerais, vous avez de l'or, vous avez du diamant de qualité, mais le pays et le peuple n'en tirent pas profit parce que des ressources qui sont exploitées par des groupes armés qui occupent des territoires et qui les commercialisent, entre autres, pour financer la guerre. Donc, c'est un pays qui compte beaucoup sur la solidarité internationale. Sans la solidarité internationale, ce pays ne tiendrait pas. Et les autorités elles-mêmes le disent et le répètent. Solidarité des Nations Unies d'abord, avec la mission de maintien de la paix ici. Et dans le cadre du Covid, il a fallu que la solidarité internationale vienne. Beaucoup d'appui de la part de l'Union européenne, de la part des partenaires bilatéraux, de la part de la Banque mondiale. Aujourd'hui, même en matière de tests, c'était extrêmement difficile. On est arrivé à un moment où pratiquement il n'y avait pas plus de 2000 tests dans le pays. Il a fallu faire appel au secrétaire général qui a fait appel à l'OMS et d'autres partenaires pour qu'aujourd'hui, on puisse au moins surmonter provisoirement cette crise des tests. C'est extrêmement important la solidarité pour ce pays qui n'a pas les ressources qu'il faut pour faire face à la crise, à la pandémie. Le système sanitaire est totalement dégradé, le plateau technique médical est extrêmement faible. Et c'est là où, justement, on se rend compte de l'importance de la solidarité, surtout en direction des pays qui vivent dans des situations de crise, comme la République centrafricaine. Et donc, je voudrais vraiment, encore une fois, magnifier l'importance de la solidarité sur-sud, de la solidarité africaine. Je pense qu'il faut continuer à renforcer cette solidarité pour pouvoir venir à bout de la crise. Mais les solutions solitaires, les chevauchées solitaires ne permettront pas de résoudre la crise. Parce que même la fermeture des frontières, vous avez compris que maintenant, après 3 mois de fermeture des frontières, il y a le déconfinement aérien aujourd'hui. Les espaces aériens commencent à s'ouvrir. J'ai vu aujourd'hui une information sur, de l'Union européenne qui décide d'ouvrir son espace aérien à 15 pays, mais ça va continuer. On ne peut plus continuer à se confiner. La fermeture des frontières terrestres, la fermeture des frontières aériennes, des frontières maritimes, ça étouffe l'économie, surtout des pays pauvres. Donc, il faut accompagner cette fermeture avec le respect, naturellement, des gestes barrières, mais le monde ne pouvait pas continuer à s'enfermer. Ce n'est pas possible. Donc, voilà un peu, chers collègues, ce que je voulais dire pour vraiment, encore une fois, comme vous et avec vous, insister sur l'importance de la solidarité et de la coopération sur-sud. Merci, Excellence. Vous avez mentionné la grande difficulté qu'ont plusieurs pays africains à accéder aux soins et aux infrastructures médicales. Dans ce contexte, quelle est votre appréciation de l'initiative royale de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui a ordonné l'envoi d'une aide directe à plus de 15 pays africains frères? Oui, naturellement, c'est une initiative extrêmement importante qu'il convient de saluer à sa juste mesure. Et c'est l'expression concrète également de la solidarité traditionnelle dont le Royaume du Maroc a toujours fait preuve avec Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Je pense qu'il faut s'en féliciter. Nous avons vu les ponts aériens qui se sont succédés à travers les 15 pays bénéficiaires de cette assistance, de cette contribution du roi du Maroc. Et c'est une tradition de coopération aussi sur-sud qui se perpétue avec ce geste humanitaire extrêmement important. Et je citerai simplement ce message le 22 avril 2020, message du Ramadan. Voilà ce qu'il disait. L'esprit du Ramadan, c'est aussi l'aide aux plus vulnérables. Je remercie les gouvernements et les populations du monde musulman qui vivent selon leur foi et tendent la main à celles et à ceux qui fuient les conflits, illustrant le meilleur de la tradition islamique d'hospitalité et de générosité. Quelle remarquable leçon dans ce monde où, même avant la COVID-19, tant de portes sont restées closes à qui venait chercher une protection. Tout est dit là-dedans. Tout est dit là-dedans. Maintenant, les portes closes commencent à s'ouvrir au bénéfice des peuples qui souffrent. Et je pense que donc cet acte s'inscrit parfaitement bien dans la pure tradition de la coopération sur-sud
Et c'est un exemple aussi que beaucoup d'autres pays devront également suivre. Certains ont commencé à le suivre. Oui, la solidarité, c'est aussi l'expression d'une certaine générosité. Mais ceux qui vont assister les autres, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de besoins internes. Les pays qui envoient des tests, des gants, des masques, ils en ont besoin aussi chez eux. Mais ça, c'est l'esprit de partage. Ce n'est pas parce qu'ils ont réglé le conflit chez eux, que la crise, la pandémie chez eux, que maintenant, ils prennent les moyens pour les amener ailleurs. Non, le conflit, la pandémie n'est pas encore réglée chez eux. Donc, cela veut dire que c'est une expression de générosité et de partage. Aider alors qu'on a besoin de ce qu'on donne comme aide. Et ça, je pense qu'il faut absolument le saluer. Il faut que ce genre de gestes se multiplient au plan sud-sud, dans les relations sud-sud, mais aussi dans les relations interafricaines. Et je pense que le geste du Maroc aussi, c'est un geste apprécié à sa juste valeur par l'Union africaine et par toutes les populations africaines. Il faut que d'autres pays qui ont également beaucoup plus de moyens que d'autres puissent également le faire. Je donne un exemple, par exemple, pour la République centrafricaine. Ici, on a juste besoin de 400 à 500 tests par jour. 400 à 500 tests par jour. Alors que dans d'autres pays, l'objectif, c'est de faire 100 000 tests par jour. 100 000 tests par jour. C'est qu'ils ont suffisamment de tests. Au moment où d'autres ont besoin juste de 400 tests. Ils n'arrivent à peine à obtenir. Il n'y a pas beaucoup d'instituts pour étudier les tests, donner les résultats. Il y a un peu la carence des ressources humaines. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la faiblesse du système de santé, l'absence, le manque de ressources humaines médicales, de médecins de haut niveau, d'infirmiers de haut niveau, de personnels soignants qualifiés. Donc, ces pays-là ont besoin de la solidarité des autres dans ce domaine-là. Je donne un autre exemple pour la République centrafricaine où je travaille. Vous faites un test aujourd'hui, vous attendez 10 jours à 15 jours pour avoir le résultat. 10 jours à 15 jours pour avoir le résultat. Au même moment où la personne qui est testée attend ses résultats, continue à travailler, à vaquer à ses occupations. Au moment où on va lui dire, monsieur ou madame, vous êtes testé positif ou positif, il aura déjà contaminé combien de mois? C'est un véritable drame. Et donc, ce pays a besoin de solidarité pour renforcer les personnels soignants, la qualité du personnel soignant, les ressources humaines qui s'occupent de la communication des résultats des tests. Et donc, c'est important que les situations difficiles dans lesquelles vivent certains pays, ce n'est pas seulement la RCA, mais d'autres pays africains également sont confrontés aux mêmes difficultés. Certains sont débordés aujourd'hui. Le système hospitalier dans certains pays est extrêmement débordé parce qu'ils n'ont pas autant de lits pour accueillir ces malades. Et la maladie aussi progresse. Au moment où il y a un déconfinement, qui est une nécessité, comme je l'ai dit, les pays ne peuvent pas continuer à s'enfermer. Les portes ne peuvent pas continuer à être closes, comme l'a dit Sa Majesté. Il faut qu'elles s'ouvrent, mais au moment où ces portes s'ouvrent, que les frontières commencent à s'ouvrir, que le trafic aérien international commence à reprendre progressivement, que le trafic routier commence à reprendre, mais au même moment, la maladie progresse. Au même moment, la maladie progresse. Tous les jours, le cas de décès, tous les jours. Donc, vous voyez un peu cette contradiction qu'il faut absolument essayer de résoudre. Et seule la solidarité internationale, régionale, sous-régionale, peut la résoudre, cette contradiction. Merci Excellence pour cet éclairage. Vous avez mentionné que dans plusieurs pays africains, il y avait une pénurie de tests de dépistage du coronavirus ainsi qu'un manquement général d'équipements médicaux. Ici au Maroc, le pays a pu accélérer le pas de sa production industrielle pour accompagner les besoins de la situation actuelle en produisant des masques, des gels hydroalcooliques ainsi que des respirateurs. Comment est-ce que les pays africains pourront bénéficier de l'expertise marocaine dans le cadre de cette coopération interafricaine? Non, c'est une belle leçon que le Maroc donne aussi en utilisant ses propres ressources
ses propres compétences nationales en les mobilisant. Mais là aussi, je pense que ce pays peut s'inspirer de l'expérience du Maroc dans ce domaine. C'est une expérience très positive. Comment un pays peut mobiliser ses propres ressources, ses propres compétences pour faire face à la pandémie et en même temps apporter de l'assistance aux autres pays frères africains. Ça, c'est une belle leçon de sagesse. Et cette crise aussi permet aux États également de réfléchir, de beaucoup réfléchir sur les systèmes de santé sur le continent. C'est extrêmement important parce que, bon, tu sais, il y a, dans certains pays, les évacuations sanitaires ne se font pas toujours vers l'Europe, mais se font vers le Maroc. On a beaucoup de pays où, quand ils ont des malades très graves, c'est vers le Maroc qu'on les amène parce que le système médical, le système hospitalier est très performant, parce qu'il y a des ressources humaines de qualité, il y a la formation de médecins de haut niveau, il y a les équipements médicaux modernes, et ça aussi, cette crise doit faire réfléchir tous les pays du Sud, sur la nécessité d'investir dans la santé. Investir dans la santé. Et j'espère qu'après cette crise, il n'y aura plus de médecins chômeurs dans les pays. Il n'y aura plus d'infirmiers chômeurs. Il n'y aura plus de personnels soignants chômeurs. C'est extrêmement important. C'est une leçon. Parce qu'on s'est rendu compte immédiatement de la faiblesse du système de santé, l'absence de personnel de santé de qualité, et même le personnel soignant est parfois infecté. Dans certains pays, c'est des centaines et des centaines de médecins, de personnels soignants qui sont infectés. Ça réduit d'autant les capacités. Et donc, il faut réfléchir à cela. Et cette crise donne l'opportunité de réfléchir, de prévenir. Parce qu'on n'a pas encore terminé avec la pandémie. On a encore des mois devant nous. Personne ne peut prévoir quand ce sera la fin. Et c'est pourquoi il faut apprendre à vivre avec, en continuant à appliquer les gestes barrières. Mais la vie également devra continuer avec la pandémie. Donc, cette crise nous permet de réfléchir et de trouver des solutions novatrices. Après la crise, on va aller certainement vers une récession économique. Les conséquences aussi, il faut les voir, surtout sur les pays les plus pauvres. C'est pourquoi il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées dans la période sur l'annulation de la dette, l'allègement du service de la dette, le relogement de la dette publique, mais aussi la dette privée des pays. Donc, il faut réfléchir également aux stratégies économiques post-COVID-19. La situation risque d'être extrêmement difficile pour beaucoup de pays qui comptent, par exemple, sur le tourisme. Et aujourd'hui, le secteur touristique est quasiment en crise. Des pays touristiques comme le Maroc, par exemple, en souffrent. D'autres pays également, comme le Sénégal, en souffrent. Des pays comme la Tunisie en souffrent. Et comment on va faire face? Si nous considérons ce que représente le tourisme dans le PIB des États qui sont des pays touristiques. Alors, voilà un peu la situation. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer et sur lesquelles on doit absolument réfléchir, anticiper et éviter que ces situations-là ne se reproduisent demain si on fait face à une autre Covid qu'on appellerait Covid-19. Je ne sais pas. Donc voilà, chers amis, ce que je peux dire sur cette question. Mais en tout cas, magnifier l'action de solidarité. Et je pense que d'autres pays vont suivre également l'exemple de Samaris. Excellence, Monsieur Mankeur Ndiaye, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à cette conversation qui va faire avancer la réflexion de l'Institut Amadeus sur les enjeux importants de la coopération Sud-Sud dans ce contexte bien particulier. Encore merci.